Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous voici encore ensemble pour nous entretenir autour de notre émission Feuille d'Histoire. Feuille d'Histoire, pour le rappeler, est une émission qui se veut un travail mémoriel, un travail de mémoire, pour permettre à nos populations, notamment les plus jeunes, de connaître leur histoire, de se l'approprier afin de construire une conscience historique qui nous permettra de faire face aux nombreux défis. Défis qui ont pour nom souveraineté, défis qui ont pour nom développement, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un monsieur de cette maison. Il s'agit de Mamadou Moustapha Sow. Bonjour, monsieur Sow. Bonjour, monsieur B. Monsieur Sow, pour dire Mamadou Moustapha Sow, est enseignant-chercheur et spécialiste de l'histoire politique contemporaine du Sénégal au département d'histoire de l'UCAD. Auteur du livre Histoire du Fouladou, Casamance, des Molos aux élites politiques modernes de 1867 à 1963. Dakar Édition, AGS 2023. Ses travaux de recherche portent actuellement sur les crises politiques post-coloniales, notamment celle du 17 décembre 1962. Il est l'auteur d'un film documentaire sur Mamadou Dia. Mamadou Moustapha Sow est le président de l'Association des historiens du Sénégal. Il est aussi titulaire d'un diplôme spécialisé en journalisme et communication et d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. M. Sow a assumé plusieurs fonctions au niveau de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais M. Sow est plus connu aussi sous le surnom Foyeré. M. Sow, que signifie Foyeré? Merci, M. Bey, et merci aux téléspectateurs de Canal Éducation. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette invitation qui me fait revenir dans ma maison, ici au niveau de la direction de la radio-télévision scolaire du ministère de l'Éducation. Foyeré, c'est mon nom de journaliste. Foyeré, c'est un mot pulaar qui signifie la lumière, mais pas n'importe laquelle. Elle signifie en réalité une lumière dans l'obscurité. Une lueur dans l'obscurité. Donc, vous voyez, ça lui donne toute son importance. Mais voilà. Ça donne toute son importance, d'autant que le but de cette émission, justement, c'est d'aller éclairer ces zones d'ombre. C'est ça. Et le personnage aujourd'hui dont nous allons éclairer, n'est-ce pas, l'ombre, n'est rien d'autre que Mamadou Dia, plus connu sous le nom de Grand Maodo. C'est ça. Mais qui est Mamadou Dia? Merci. Mamadou Dia, il faut dire que dans le document, certes, on l'appelle le Grand Maodo, mais vous verrez qu'il s'appelle aussi, parfois dans le document, Mamadou Moustapha Dia, ou Moustapha Dia seulement. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez même penser qu'il s'agit d'un autre personnage, mais c'est toujours le même, Mamadou Dia, né en juillet 1911 à Khombol. Son père, Samba Dia, qui était un agent de police aujourd'hui ou un agent de la garde à l'époque, la garde coloniale, et sa maman s'appelait Khoudjangom, donc Serer. Il est le produit de métissage déjà, fils d'un Toucouleur, d'un Peul Toucouleur et d'une mère Serer. Et Mamadou Dia est né à Khombol. Il a grandi dans cet environnement familial. Et c'est là où aussi il entame ses études coraniques. Dans un premier temps, avant de faire sa scolarité à l'école moderne. Et c'est là où il apprend le Coran. Très jeune, en apprenant le Coran, il arrive à maîtriser très vite le Coran, notamment le droit musulman, et qui lui donne vraiment des prédispositions pour préparer ou entamer l'école française. Voilà ce qu'on peut dire brièvement de son enfance et de son lieu d'éducation, de naissance.
Voilà, très bien. On voudrait justement revenir alors sur son cursus, Oui. sa formation professionnelle, etc. Est-ce que vous pouvez rapidement nous le brosser? Voilà, comme je l'ai dit, Mamadou Dia a évolué dans cet environnement familial, traditionnel, où il a été pris en charge par ses parents très tôt. Et ensuite, il fréquente l'école primaire. Et quand il commence à fréquenter l'école primaire Humboldt, il va surtout, son cursus primaire, pour aller vite, va se dérouler dans le triangle Humboldt, Diourbel, Saint-Louis. Essentiellement, son cursus scolaire. C'est entre ces trois, parce que c'est à Diourbel qu'il va avoir son certificat, comme on l'appelle aujourd'hui, le certificat, voilà. Et ensuite, sera à Saint-Louis pour poursuivre ses études. Et après Saint-Louis, il va réussir au concours de l'école normale William-Ponty. Vous voyez. Et une fois à William-Ponty, c'est là où il fait sa formation d'instituteur. Où il va rencontrer, qui était l'école William-Ponty, l'école normale William-Ponty, Sébi-Ponty, comme on l'appelle aujourd'hui, qui était une école panafricaine qui accueillait, j'allais dire, toutes les élites que nous avons connues plus tard, qui a formé, la plupart des élites étaient là. Mais Mamadou Dia a fait Ponty d'abord, l'école normale, quand elle était à Gorée, et ensuite à Ponty. Et c'est là où il va connaître des leaders comme Wozin Coulibaly de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina. Il va aussi faire la connaissance de grandes figures comme Modibo Keïta, etc. Donc, c'est ça, globalement, son cursus scolaire se déroule dans cet environnement-là. Et c'est en venant à Ponty, justement, qu'il va pour la première fois découvrir aussi Dakar. Vous voyez, parce que jusque-là, tous ces déplacements étaient limités entre Humboldt, Dakar et Humboldt, Diourbel et Saint-Louis. Donc voilà. Après s'être formé au niveau de l'école William-Ponty, il a démarré certainement. Quelles sont rapidement les localités où il a à servir dans ce pays? Oui, pour son cursus professionnel déjà, il faut dire que quand il a fini sa formation à Saint-Louis, et Mamadou Dia est d'abord affecté à Saint-Louis même. Il retourne d'abord à Saint-Louis, à l'école de Sort. Vous voyez, et en étant à l'école de Sort, aussitôt il va demander à être affecté à l'école Blanchot pour qu'il puisse préparer ce que l'on appelait à l'époque le brevet de capacité coloniale. Vous voyez, et c'était très difficile déjà à l'époque d'entamer comme ça, parce qu'il fallait un certain nombre d'années de service, etc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que rapidement, l'administration coloniale, l'inspection, ce que nous appellerons aujourd'hui l'inspection d'académie, Mamadou Dia va être affecté à Fissel, dans la région de Thiès, et de Fatick aujourd'hui. De Fissel, Mamadou Dia vient à Fatick. Il est affecté à Fatick. Et véritablement, c'est à Fatick qu'il va véritablement exploser, en quelque sorte, si on peut le dire ainsi, éclore comme instituteur, où il va montrer tous ses talents de par son engagement à côté des élèves. Il encadrait les élèves. Il encadrait aussi les paysans qui étaient là, aux techniques agricoles. Vous voyez, il s'impliquait beaucoup à la fois dans l'encadrement des élèves, mais aussi dans la vie des populations locales. Et c'est cet engagement qui fait qu'il acquiert très vite une renommée auprès des populations de Fatick. Ouais, il devient en quelque sorte leur porte-parole, parce qu'à l'époque même, pour écrire des lettres, il fallait faire appel à l'instituteur du coin, du quartier et tout. Et Mamadou Dia va s'acquitter de façon exemplaire à toutes ces tâches-là. Très bien. Voilà. Donc, il a embrassé le métier d'enseignant, il a exercé dans quelques parties du pays. Ensuite, a-t-il fait des études supérieures et où et quand? Oui, c'est plus tard qu'il va faire des études supérieures. Parce qu'il faut dire que c'est à partir de Fatick que va démarrer aussi son engagement politique
à partir de 1945, en réalité. Vous voyez. Maintenant, ses études supérieures, c'est dans le cadre de cet engagement politique. Quand il sera élu sénateur au début des années 50 et qu'il sera à Paris, qu'il va s'inscrire dans la faculté d'économie de l'Université de Paris, et où il aura comme maître l'économiste François Pérou, qui va vraiment fortement influencer Mamadou Dia dans ses orientations Très bien. économiques. On embraye d'ailleurs sur cette question. Je voudrais aborder avec vous ces influences idéologiques et comment dirais-je, disons politiques. Alors, je vais vous peut-être surprendre, ça peut surprendre les gens. J'ai parlé de François Pérou, qui a vraiment influencé au plan de l'approche économique des faits Mamadou Dia, et même au plan idéologique aussi. Mais avant ça, Léopold Sédar Senghor a beaucoup influencé Mamadou Dia. Parce que Mamadou Dia, étant instituteur à Fatick, il faisait partie de cette génération d'instituteurs, avec les Ousmane Socé, vous voyez, les Ablaye Sadji, surtout, qui avaient une admiration pour Léopold Sédar Senghor, qui était la figure la plus illustre au plan intellectuel à l'époque. Senghor venait d'être agrégé et c'était la référence dans le monde noir au plan des études. Donc, ce qui fait que, quand étant instituteurs, déjà, ils écrivaient à Senghor. Ouais, ils entretenaient des relations. Parce qu'il était subjugué, comment, dans une période coloniale, avec tout le racisme qu'il y a, comment un nègre, un noir comme lui, pouvait accéder à des écoles prestigieuses en France, etc., et que c'était le cas de Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est ça qui fait que, dans un premier temps, vraiment, Senghor a beaucoup influencé Mamadou Dia. Et c'est pour cela que lors de leur première rencontre, d'ailleurs, Dia en a voulu à Senghor parce qu'il va lui dire, mais pourquoi un brillant esprit comme vous engagez en politique? Parce qu'à l'époque, Senghor, dans le cadre de la préparation de sa thèse, venait justement faire des enquêtes dans la région du Sine, dans la région du Saloum, etc. Et il rencontrait les instituteurs, il échangeait beaucoup avec eux, des instituteurs dont Mamadou Dia. Donc pour lui, c'était un gâchis que quelqu'un comme Senghor puisse s'engager en politique. C'est vrai. Voilà. Donc, nous abordons très rapidement la date donc, de son entrée en politique. En 1945. 1945. À partir de 1945, Mamadou Dia lui-même, par l'influence qu'a eu Senghor sur lui, va s'engager en politique. Va s'engager à côté de Léopold Sédar Senghor. Parce que déjà, à l'époque, il y avait les élections du Conseil général, etc., dont le maître Lamine Gueye était le président. Il va s'engager en politique dans le cadre de la SFIO, à côté de Léopold Sédar Senghor, qui est son mentor, vous voyez. Et ensuite, une fois qu'il va s'engager en politique, il va décider vraiment de mettre tout, vraiment toute son abnégation, vraiment vis-à-vis dans le cadre de cet engagement politique. Il va travailler avec fidélité et loyauté à côté de Senghor, qui était absorbé par ses tâches de parlementaire. C'est pour cela que c'est lui qui sera le représentant. Senghor, quand il va venir dans le cadre de la préparation des listes aux élections du Conseil général, tout naturellement, quand il va à Fatick, ce sont les populations de Fatick qui vont demander à Mamadou Dia d'être le représentant. Ils l'ont en quelque sorte imposé à Senghor, même si Senghor aussi avait déjà écrit une lettre pour dire que vraiment, moi, je souhaiterais que ce soit. Donc, c'est cette demande des populations de Fatick qui va être déterminant dans l'entrée en politique de Mamadou Dia à partir de 1945. Voilà. Donc, Mamadou Dia s'engage en politique côté de Léopold Sédar Senghor parce qu'il a un leadership affirmé dans le Fatick et surtout que l'amour que les populations lui vouaient. Mais après, donc, quelles sont rapidement les grandes étapes de son engagement politique? Oui, il faut dire que lorsqu'il s'engage en politique, Mamadou Dia, qui avait une expérience
j'allais dire, son métier d'instituteur l'avait amené à vivre de près les difficultés des populations, à vivre de près les difficultés des agriculteurs, à voir comment le système colonial était un système inégalitaire. Tout cela renforce son engagement politique. Et c'est pour cela qu'il dit quelque part dans son livre qu'il était déjà, lui, socialiste d'action, de terrain, avant d'être un socialiste théoricien. Vous voyez, parce que c'est plus tard qu'il va apprendre tous ces grands courants, ces idéologies de socialisme, etc. Mais pas avant. Donc, il vivait déjà cela. Et quand il s'engage en politique, dans le cadre de la SFIO, qui était à l'époque le parti dominant, la section française de l'Internationale ouvrière, dirigée par Maître Lamine Gueye ici au Sénégal, ils vont plusieurs raisons. D'abord, une raison d'ordre politique. Il a voulu, avec Senghor et leur groupe, justement, mettre fin à ce qu'il considérait comme étant la domination de Lamine Gueye sur le parti. Parce qu'effectivement, Lamine Gueye, à l'époque, il était non seulement maire de Dakar, c'était le secrétaire général de la SFIO, il occupait toutes les hautes responsabilités, aussi bien ici à Dakar qu'au niveau qu'en France. Vous voyez. Alors, ils pensaient que ce n'était pas tout à fait démocratique. Alors, ils vont vraiment reprocher cela à ça. Ils vont ensuite dire qu'il y a de la gabégie et le népotisme qui sont de plus en plus des facteurs qui bloquent le fonctionnement du parti. Le clientélisme prenait une certaine ampleur. Vous voyez. Et ils vont demander à ce qu'il y ait des réformes au sein dans le fonctionnement de la SFIO. Vous voyez. Et qui est une affirmation ou intégration beaucoup plus poussée, beaucoup plus élargie de nouvelles élites qui émergent au niveau des provinces de l'intérieur, si on peut le dire ainsi. Vous voyez. Donc, malheureusement, parce que la SFIO aussi, c'était véritablement les 4 communes, l'essentiel de ces élites-là. Donc, ils vont mener une campagne, justement, jusqu'au congrès de septembre 1947, lorsque Senghor décidera, justement, de quitter carrément la SFIO. Et c'est à partir de ce moment qu'ils vont créer, à partir de 1948, qu'ils vont créer le Bloc démocratique sénégalais, le BDS. Mais avant ça, en 1947 déjà, ils avaient mis en place un organe qui s'appelait Conditions humaines, où ils exprimaient toute leur vision de la politique, toutes les inégalités qu'ils dénonçaient. Ils dénonçaient le fonctionnement du parti de Lamine Gueye, etc. Parce que leur voix n'était pas audible dans l'organe de la SFIO qui s'appelait l'AOF. Vous voyez. Donc, ils créent un journal en 1947 et en 1948, ils vont créer le Bloc démocratique sénégalais, BDS. Dont le congrès s'est tenu à Thiès. Non, le premier congrès, c'était à Kaolack. À Kaolack, très bien. Kaolack, maintenant, donc, oui, après c'est à Thiès. On peut donc parler un peu de ces rapports avec Lamine Gueye, Abbas Gueye, Abdoulaye Ly, très rapidement. Oui, justement, au moment déjà où il crée, il faut dire que pour le BDS, les principaux fondateurs, il y a certes Senghor, Léopold Sédar Mamadou Dia, il y avait Ibrahima Seydou Ndaw de Kaolack, il y avait Léon Boissé Palom, célèbre avocat de l'époque qui avait participé surtout au financement de la confection des cartes du parti. Hein. C'était eux, l'aile vraiment BDS. Mais nous avons aussi ces relations avec déjà Lamine Gueye, sont des relations vraiment politiques, des relations parfois heurtées. Hein. Ces relations avec Abbas Gueye étaient encore beaucoup plus heurtées, surtout au moment de la crise de 62, parce que Abbas Gueye va devenir, Abbas Gueye c'est d'abord Dakar, et ensuite c'est Abbas Gueye qui avait été élu, qui était le colistier de Senghor pour la députation en 1952, à la place de Mamadou Dia, etc. Donc, tout cela, sans doute, n'avait pas manqué de créer des frustrations, vous voyez. Alors, ce qui fait que
Abbas Gueye était un de ses grands adversaires au moment de la crise de 1962. Quant à Abdoulaye Ly, on le verra, c'était vraiment, avec Abdoulaye Ly, il faudra que l'on fasse aussi attention pour les opposés. Vous voyez, ils se sont certes opposés au plan politique à partir de 1958, après le référendum. Mais du point de vue idéologique, Dia semble être beaucoup plus proche de Abdoulaye Gueye, de Amadou Mokhtar Mbow, de Hassan Seck, que véritablement que de Léopold Sédar Senghor. Vous voyez. Et cette proximité va se jouer à partir de 1958 lorsqu'il s'agira de dire oui ou non pour le référendum de septembre 58. Oui, très bien. Mamadou Dia aussi, au-delà de son tempérament qui est connu de tous, il est surtout aussi connu pour avoir transféré la capitale de Saint-Louis à Dakar. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le dessous de ce transfert? Oui, sur le dessous de ce transfert, il faut l'inscrire dans le cadre de la conquête d'abord du Sénégal pour son indépendance, de la conquête de l'indépendance du Sénégal. Vous voyez, après 1945-48 précisément, la création du bloc démocratique sénégalais. Alors, à partir de 1956, le gouvernement français comprend la forte aspiration des populations sous domination coloniale, des populations de l'AOF. Oui, à s'émanciper. Vous voyez, il y avait une opinion publique, comme on peut l'appeler aujourd'hui, de plus en plus forte, en termes des réformes à travers la loi cadre en juin 1956. Et cette loi cadre stipulait, prônait la mise en place de gouvernements territoriaux. Vous voyez, de gouvernements qui avaient une semi-autonomie. Ouais. Et c'est dans ce cadre que le Sénégal forme son gouvernement avec Mamadou Dia comme vice-président et le gouverneur était Lamy, qui était le président du conseil de gouvernement. Ouais, qui était Lamy. Alors, à partir de ce moment-là, Mamadou Dia, en tant que vice-président de ce gouvernement, formé de 10 membres, comme première action qu'il prend en charge, c'est le transfert de la capitale. Et pourquoi il le fait et que cela soit une de ses premières mesures, une mesure d'ailleurs très controversée. Parce que Mamadou Dia est au devant de la scène politique. Ils sont en contact avec l'autorité coloniale. Il comprend qu'il y a une forte aspiration ici de la population lébou à s'émanciper. Vous voyez, on a parlé de République lébou, etc. Et il y a des influences françaises sur cela. Donc, pour mettre fin à ce projet-là, il a estimé qu'il fallait transférer la capitale de la colonie du Sénégal, du territoire du Sénégal qui était à Saint-Louis, il fallait transférer cette capitale-là à Dakar, qui était la capitale de l'AOF. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison aussi, il n'y a pas que les aspirations lébou à vouloir être autonome, etc., pour faire de Dakar carrément, j'allais dire, un territoire français, mais du fait que Dakar était la capitale de l'AOF, vous voyez, les autres territoires, comme la Côte d'Ivoire, comme la Haute-Volta, le Dahomey, etc., pensaient que Dakar devait avoir un statut, j'allais dire, international, devait appartenir à tous ces territoires-là, devait garder son statut de capitale de l'AOF. Et d'une part, ça se justifie, parce que aussi, l'AOF, la capitale là, a été bâtie sur la base des ressources financières, des ressources douanières collectées dans les autres territoires. Donc, ils pensaient que les infrastructures qui sont là, l'université, le port de Dakar, ne devraient pas revenir au Sénégal. Et c'est une des raisons majeures qui a fait que Mamadou Dia, comprenant cela, a rapidement pris comme décision de transférer la capitale. Il ne l'a pas fait tout seul. L'Assemblée territoriale de l'époque avait accepté, avait voté une loi allant dans ce sens-là. Maintenant, la France n'était pas d'accord. Pas du tout. Il s'est opposé au ministre français d'Outre-mer, Gérard Jacquet. La population de Saint-Louis non plus. Vous voyez, qui a hué Mamadou Dia, qui ne voulait pas, Amadou Mokhtar Mbow me l'a dit,
face à face, dans des entretiens, qu'eux, ils étaient contre. Parce que c'était des Saint-Louisiens. Donc les Saint-Louisiens n'en voulaient pas. Et c'est pour cela que ça a influé un peu dans le rapport avec toutes les actions entreprises par Mamadou Dia. Absolument. Donc c'est à ce moment qu'il décide de transférer la capitale. Il met en place une commission dont l'un des responsables est Roland Collin, qui a dirigé les travaux parce il y a toute une organisation qui a été mise en place pour transférer la capitale de Saint-Louis à Dakar à partir de 1957-58. On peut revenir rapidement sur les raisons de son absence à Dakar et aussi véritablement de l'éclatement de la Fédération du Mali. Oh, oui, je pense qu'il faut qu'on distingue déjà ici la question de son absence par rapport d'abord à la Fédération du Mali. Il faut dire que le déplacement d'abord de Gaulle se fait dans le cadre de la promotion de son projet, de l'avant-projet constitutionnel. Vous voyez, de mise en place dans le cadre de la 4e République, etc. Vous voyez, c'est la 5e République avec De Gaulle. Donc, De Gaulle vient à Dakar pour préparer le référendum, pour galvaniser les populations africaines soumises à leur domination à voter pour le oui au référendum du 28 septembre 1958. Alors, il commence par Madagascar, après il vient à Conakry, où il a été véritablement mal accueilli, parce que plus qu'un oui, véritablement un accueil chaleureux, tout le monde se souvient vraiment des propos, de la position de Sékou Touré, et qui était en réalité une position partagée lors du congrès du PRA en juillet 1958. Le PRA, c'est le Parti du regroupement africain, qui était un parti fédéral, qui regroupait d'autres partis en Côte d'Ivoire, l'Union soudanaise et les autres partis. Ils s'étaient réunis à Cotonou pour dire que par rapport à ce projet, à ce référendum-là, nous, territoires, nous allons voter pour le non. OK? Donc, c'est dans ce cadre-là que De Gaulle effectue son périple et arrive à Dakar le 26 septembre 1958 et le 26 août 1958. Il est accueilli par Valdiodio Ndiaye à la place de l'indépendance, vous voyez, par Lamine Gueye à la place de l'indépendance. On l'appelait Protet à l'époque. À l'époque, la place Protet, qui est véritablement, il faut le dire, moi j'ai un texte essentiellement consacré à ce voyage-là. C'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense ou ce que l'on dit souvent. D'abord, avant qu'il ne s'absente, vous voyez, c'est l'Assemblée. Vous voyez, ils avaient décidé au sein de l'UPS, de l'Union progressiste sénégalaise, de dire que c'est Valdiodio qui va représenter Mamadou Dia, qui va représenter le gouvernement du Sénégal. Et que Lamine Gueye aussi va représenter le Parlement, l'Assemblée, etc. Vous voyez. Donc, ils savaient qu'ils ne seraient pas là. Parce que vous savez, je vous dis une chose, Senghor, pendant toutes ces années-là, n'a jamais été présent pendant le mois d'août au Sénégal. Senghor, dès le 1er août jusqu'en fin août, il était en France. Vous voyez. Alors, donc, tout naturellement, Senghor n'était pas là et j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui la lettre que Senghor a écrite à De Gaulle après cette visite-là. Après cette visite. Vous voyez. Et ensuite, les raisons qu'il avance, des raisons d'ordre familial, etc. Voilà. Ensuite, pour Mamadou Dia, il était malade, voilà. Mais les raisons que dans les documents que Mamadou Dia ajoute, c'est que il dira qu'il n'a pas été, en fait, il n'y avait pas eu même, on ne les a pas informés très tôt de la visite de Gaulle, bon, ce qui est quand même curieux, vous voyez. Et qu'ensuite, ils se sont beaucoup défendus avec Senghor d'abord. Ils ont fait un premier communiqué où ils expliquent, parce que justement, à l'époque, on disait que Dia et Senghor, c'était des lâches. Ils ont dit qu'on ne peut pas être lâche dans la mesure où voilà comment nous avons décidé. Et ensuite, la question
de la fédération et tout, c'est eux qui l'ont porté, même à Cotonou aussi. Vous voyez. Donc, ils se sont défendus pour expliquer leur absence. Voilà. Mais c'est discutable. Mais ils n'étaient pas les seuls absents. Les gens pensent qu'il n'y avait que Mamadou Dia et Senghor. Au moment où il y avait les porteurs de pancartes, n'est-ce pas? Oui. Mais le leader du parti le plus en vue de l'opposition était aussi absent. Il s'agit de Majmoud Diop. Donc, les trois figures politiques étaient absentes. Donc, autant parce qu'il était difficile de dire aussi, mais pourquoi Majmoud Diop était absent? Il était à Paris, en France, à cette époque-là. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est complexe. Voilà. Mais le discours avait été assumé aussi, de Valdiodio a été assumé aussi bien par Dia que par Senghor. Très bien. Voilà. Maintenant, je crois que c'est bien campé. Moi, je voudrais, avant même qu'on aborde la question de la Fédération du Mali, on peut aborder la question du Sénégal dans la guerre froide. Nous étions dans les années 60, oui. 61, 62. Mais oui. Est-ce qu'on explique un peu l'impact au niveau du Sénégal? Tout naturellement, à cette époque, la guerre froide avait son impact dans la géopolitique sous-régionale. Si on voit bien, surtout après l'indépendance, on a vu un peu certains régimes se rapprocher carrément du bloc de l'Est. C'est le cas de la Guinée de Sékou Touré, c'est aussi le cas du Ghana, vous voyez. Et après la crise fédérale, nous avons vu Modibo Keïta qui rompt avec la France. C'est la première fois que le Mali actuel rompt ses relations avec la France. Dès l'éclatement, dès la fin de la fédération, en septembre. Vous voyez. Et dès septembre, quand le Mali rompt cette histoire de base militaire de départ-là, Modibo Keïta a posé ça de son côté. Certaines troupes, certaines bases militaires françaises avaient été aussitôt... Donc c'est l'histoire qui bégait, quoi. Voilà, donc, et c'est pour cela qu'il y a eu rapidement ce rapprochement entre Modibo Keïta et l'URSS et qui continue jusqu'à nos jours, vous voyez. Très bien. Alors, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, parce qu'on parle du Sénégal. Le Sénégal, dès son indépendance, a proclamé et revendiqué à être équidistant dans les relations, dans le cadre du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Le non-alignement de l'époque. Le non-alignement, c'était, j'allais dire, cette équidistance entre les deux blocs. Même si on savait que le Sénégal était beaucoup plus pro-occidental que pro-soviétique. Mais cela n'enlève en rien au fait que les gens, Mamadou Dia a assumé cette politique d'équidistance vis-à-vis des deux blocs, à travers le voyage qu'il effectue au mois de juin 1962 en URSS. Ce n'était pas évident à l'époque qu'un leader, j'allais dire, du bloc occidental qui venait de proclamer son indépendance, dit à la France que je vais rendre visite à Khrouchtchev. Oui, ce n'était pas évident. Hein? C'est pas évident. Mais il organise ce voyage-là. Ouais. Et les services de renseignement français sont mobilisés pour surveiller Mamadou Dia. Et quand Dia arrive à Khrouchtchev, il dit clairement à Khrouchtchev que ce n'est pas parce que je suis là que vous pensez que je suis communiste. Non, je ne suis pas communiste. Je suis venu me nourrir de l'expérience soviétique. Il part rendre visite à Tito. Il fait le même discours en disant que le Sénégal est un État indépendant, souverain. Donc, il est libre de rendre visite à tout le monde. Parce qu'il fallait s'inspirer justement de ces pays-là pour voir comment mettre en œuvre sa politique autogestionnaire ici au Sénégal. Et vous voyez, et c'est après ce voyage-là, parce qu'effectivement, il ne revient pas par Paris, il revient, il y a eu beaucoup de renseignements sur ça. Je viens de faire publier un article sur le voyage de Mamadou Dia dans les pays de l'Est, où on voit déjà les tensions intérieures que cela a créées au sein du parti, de l'UPS, mais également la réaction des classes maraboutiques. Ah oui, qui a leur appréciation. On va en parler. Mais donc, vous voyez, donc c'est pour vous dire que la question de la guerre froide
était aussi au cœur de ce qui va arriver en 1962. Parce que c'est après son retour-là que les relations avec Senghor et au sein de l'UPS vont véritablement commencer à se détériorer. Donc, on peut aborder rapidement les vraies raisons donc, de cette crise de 62. Oui, des raisons multiples. Mais souvent, on a tendance aussi à les présenter, j'allais dire, de façon triviale, comme étant une opposition entre Senghor et Mamadou Dia, entre deux hommes. Mais c'est plus large que cela, c'est plus profond que cela. D'abord, il faut dire que s'il y a des raisons institutionnelles, le Sénégal était le seul pays à adopter dans cet espace-là le régime parlementaire, avec un exécutif bicéphale. C'est-à-dire un exécutif bicéphale avec Mamadou Dia, avec Senghor qui est chef de l'État et tout, Mamadou Dia, président, premier ministre. Et qui conduit la politique, quoi. Et qui a toute la politique de défense entre ses mains. C'est la ministre de la Défense. Absolument. Vous voyez. Et ça, c'est l'héritage aussi de la crise fédérale. Absolument. C'est l'héritage de la crise fédérale dont on n'a pas parlé, mais peut-être qu'on en parlera rapidement. Donc, il y a ça. Donc, ce qui fait qu'il y a des raisons institutionnelles. Il y a ce bicéphalisme qui ne pouvait pas fonctionner. Même si Dia, reconnaissons-le, avait dit à Senghor, dès la fin de la crise fédérale, avait clairement dit à Senghor, écoute, maintenant, il est temps que tu sois enfin devant. Quand il le dit de toute sorte, c'est parce que de 1957 jusqu'à 1962 et 61, c'est Dia qui est au devant. Jusqu'en 62, c'est lui qui détient l'État. L'État autonome, c'est Mamadou Dia. Ouais. L'État indépendant, c'est Mamadou Dia. Et après la crise, il dit à Senghor, il faut que tu sois devant. Senghor lui dit que non, on fait un couple exemplaire. Et c'est effectivement le cas. Senghor voulait de cela, Mamadou Dia a assumé cette posture-là de second de Senghor. Vous voyez. Donc, oui, donc il y a ça. Il y a aussi la dimension économique, c'est-à-dire l'orientation de la politique économique. Mamadou Dia voulait mettre en place une politique socialiste, autogestionnaire, vous voyez, qui allait mettre fin rapidement à l'économie de traite. Vous voyez. Une politique de rupture. Oui, qui était un facteur d'approvisionnement des masses paysannes. Justement. Et Senghor était beaucoup plus réformiste. Au moment où Dia parlait de révolution, Senghor parlait de réforme. Et de réforme dans le temps. Vous voyez. Donc, du point de vue là, de la démarche, c'était un peu compliqué. Idéologiquement, d'autant donc, plus il y a que pour Mamadou Dia, une nous sommes indépendants, il faut que l'on s'assume dès maintenant, pas après. Absolument. Et ça a compliqué. Et c'est pour cela que toute sa politique économique était destinée à mettre fin à l'économie de traite. Absolument. Mais en mettant fin à l'économie de traite, tu mets fin à toute la chaîne des acteurs qui tournaient autour de l'économie de traite, qui n'étaient pas n'importe lesquels. Ah oui, c'est toute la bourgeoisie d'affaires qui tournait autour de ça, notamment la bourgeoisie autour de ces grands commerçants qui étaient organisés autour de la chambre de commerce, mais aussi ces grands hommes politiques qui sont dans l'intérieur de l'appareil de l'UPS et qui ont des intérêts avec ces hommes d'affaires-là. Et c'est pour cela que ça va devenir moins une crise parlementaire, moins une crise politique au sens des institutions, ça va devenir une véritable crise de l'UPS. C'est une crise politique à l'intérieur du parti, où les clans luttent, où les clans qui compétent ensemble, il y a une lutte de positionnement au sein de l'appareil du parti et qui va tout naturellement avoir son impact dans la relation entre les deux hommes. Il y a d'une part ceux qui tournaient tous autour de Senghor. Vous voyez, Théophile Diams, par exemple, député de Gossas à l'époque, qui est un traitant, que les gens connaissent bien, les Abbas Gueye, qui aussi avaient des intérêts importants dans le Cap-Vert, etc., les Ablaye Fofana, ils sont nombreux, Ousmane Ngom, le maire de Thiès. Vous voyez. Donc, ils vont s'organiser d'un côté, et de l'autre, ce sera Mamadou Dia, Valdiodio Diaye, ce sera Joseph Mbaye, Ibrahima Sarr, syndicaliste, etc. Ibrahima Sarr, le syndicaliste qui s'oppose à notre syndicaliste Abbas Gueye. Donc vous voyez, il y a des lignes de fracture qui se dessinent à l'intérieur
du PS et de l'Union progressiste sénégalaise et qui vont se prolonger dans le Parlement et aboutir justement au dépôt de la motion de censure le 14 décembre 1962. Donc, maintenant de la crise oui. de la Fédération du Mali. Oui, de la crise de la Fédération. La crise de la Fédération, elle était inévitable. En réalité, même au moment où, parce qu'il faut savoir qu'après le référendum en 1958, en septembre 1958, dès que le Sénégal il y a eu le référendum, Senghor et Modibo, qui étaient tous orientés vers le fédéralisme, ont engagé la mise en place de la Fédération du Mali. C'est au même moment qu'ils ont écrit les lettres. Mamadou Dia a écrit, pour le Sénégal, c'est Mamadou Dia qui a écrit la lettre demandant à De Gaulle que vraiment dans le cadre de la nouvelle constitution, l'article 78 nous dit qu'un territoire qui est prêt, qui est disposé pour prendre son indépendance. Nous nous appuyons sur cet article-là pour vous demander l'indépendance. Le Soudan fait de même. Et les négociations vont être ouvertes à partir de 1960. Au début janvier 1960, précisément le 17-18 janvier, il y a eu les premières rencontres à Paris. La délégation sénégalaise est conduite par Mamadou Dia avec 5 à 6 personnes. Et Modibo Keïta aussi conduit la délégation. C'est eux qui vont négocier avec les plénipotentiaires de la France, du gouvernement français, de tous les accords liés au processus lié à l'indépendance, qui seront ratifiés le 4 avril 1960. Et avant ça, la dernière rencontre s'est tenue à Saint-Louis en décembre 1958, c'est-à-dire le conseil de gouvernement de la communauté. Et c'est là où De Gaulle disait aux différents membres de gouvernement de l'AOF présents que moi, je reconnais la fédération, je reconnais l'État du Sénégal, je connais l'État du Sénégal qui est né le 25 novembre 1958, je connais l'État du Soudan qui est né le 25 novembre 1958, mais je ne connais pas la Fédération du Mali. Vous voyez. Et c'est pour cela, or, en janvier 1959, la Fédération du Mali a été mise en place. OK? En janvier 1959, avec une assemblée fédérale, etc. Et maintenant, c'est ça qui fait que quand, en avril 60, il y a les accords de transfert, en juin 1960, le 20 juin, la Fédération du Mali fête son indépendance. Fête son indépendance. Ça, c'est juin 1960. Dans le gouvernement fédéral, Mamadou Dia occupe le poste de vice-président du gouvernement fédéral derrière Modibo. Mais Mamadou Dia a, dans le cadre de la répartition des portefeuilles, celui de la défense. Vous voyez. Et aussitôt après, ils vont dire, Mamadou Dia avait comme conseiller militaire le colonel Amadou Fall. Modibo Keïta avait comme conseiller militaire Abdoulaye Soumaré, qui est certes Saint-Louisien, mais qui est en réalité, et je viens de le savoir il y a quelques mois, qui est en réalité malien, soudanais. Vous voyez. Et alors, c'est dans ce cadre de répartition des prérogatives, de mise en place de la gendarmerie fédérale, que Modibo Keïta va vouloir que l'armée de la fédération soit dirigée par le colonel Amadou Abdoulaye Soumaré. Mais il avait raison aussi, parce que du point de vue de l'ancienneté dans le grade, Abdoulaye Soumaré était plus ancien que le colonel Amadou Fall. Vous voyez. Mais Mamadou Dia va dire non. Comme c'est lui qui a le portefeuille de la défense, c'est à lui de faire une proposition à Modibo Keïta. Parce qu'il devait assurer, c'est lui qui faisait, il avait ce pouvoir de contre-seing de toutes les décisions du vice-président. Et quelles sont ses relations avec la Et voilà, vous voyez donc, la dimension militaire, elle est très présente dans l'éclatement de la crise du Mali. Du 19 au 20 août 1960. Maintenant, donc c'est comme ça. Oui. Ces rapports avec la classe maraboutique. Oui, il faut dire que ces rapports avec la classe maraboutique ont été difficiles pendant cette période-là. Parce que les enjeux sont énormes. Mamadou Dia considère qu'il a un État à prendre en charge. Il a un État à construire. Et il faut que le Sénégal assume la plénitude de la construction nationale. Et dans ce cadre-là, il va falloir
parfois échanger, mettre en place une politique économique, etc., pour vraiment voir comment exercer toute cette plénitude de l'indépendance. Or, en même temps, il y a les marabouts qui qui sont là sous le temps colonial, qui ont eu beaucoup de privilèges pendant la colonisation et qui pensent aussi que l'indépendance ne veut pas dire aussi rupture des privilèges, rupture des acquis. Oui. Donc nous sommes à une phase importante de négociation. Et ce que Dia n'a pas pu faire à la place de Senghor, pour voir véritablement comment ménager tous ces gens-là. Et finalement, la politique économique qu'il a voulu mettre en œuvre et dont les marabouts étaient des acteurs principaux, il n'a pas réussi à les convaincre et pour les amener dans sa direction. Ce qui fait qu'après, il y a toute une opération, une campagne aussi, hein, parce que je vous l'ai dit, c'est là-bas, c'est le démantèlement de l'économie de traite. Après, sur cette base-là, tous ceux qui avaient des intérêts vont voir les marabouts et leur dire du n'importe quoi sur ce que Mamadou Dia veut faire. Très bien. Ouais. Je crois que donc, le temps qui nous est imparti, malheureusement, touche à sa fin. Oui. Je voudrais juste demander à la régie une petite question qui est inévitable et on vous donne votre mot de la fin. Mamadou Dia est-il un souverainiste ou un nationaliste? Après, vous vous embrayez pour votre mot de la fin. Oui, il faut dire que Mamadou Dia est véritablement un nationaliste. Véritablement un nationaliste. Je peux répondre comme ça. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a voulu, qui a porté la défense de l'intérêt national à un niveau très élevé, au point d'y laisser sa vie. Il faut le dire comme ça. Ah oui. Voilà. C'est très bien. Donc, maintenant, je crois qu'on aura l'occasion de parler de maintenant votre mot de la fin, etc. On parlera de tout ça. Aujourd'hui, il est heureux que cette figure-là revienne au premier plan. C'est important. Parce que pendant longtemps, on a pensé que l'histoire du Sénégal aussi, c'était une histoire qui se limitait à Senghor. Mais aujourd'hui, le fait qu'on le réhabilite, qui n'est pas le fait que de ce gouvernement-là aussi, hein, c'est tout un processus hein, depuis les régimes précédents, depuis l'arrivée déjà d'Abdoulaye Wade, qui a été son avocat lors du procès. Vous voyez. Donc, c'est tout un processus. C'est ainsi que se construit l'histoire. Moi, je pense que si j'ai un mot à dire, il faut dire que l'histoire se construit petit à petit. Chaque gouvernement, chaque peuple, chaque entité apporte à un moment T de l'histoire sa part, sa pierre dans la construction d'une histoire collective, d'une histoire du Sénégal à laquelle nous serons toujours fiers et nous serons toujours fiers d'être aussi les bâtisseurs. En tout cas, merci grandement à M. Amadou Moustapha Sow. Foyeré, je crois que votre lumière nous a permis alors un éclairage de beaucoup de zones d'ombre et nous aurons peut-être l'occasion de revenir pour continuer ce débat, ma foi, qui est très passionnant et qui est très intéressant. Donc, amis téléspectateurs de Canal Éducation, nous voilà donc au terme de cet entretien passionnant et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.